Nous avons une économie dominée, développée de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur, laissant dans la pauvreté la majorité des Ivoiriens. Il explique la souveraineté comme quelqu'un qui n'est plus soumis et qui est indépendant. Nous laissons les experts décortiquer le programme Dawa Domlo. Le discours sur la souveraineté est ambitieux, mais est-il scientifiquement valable? Les analystes s'interrogent sur les défis concrets, la pression fiscale sur les entreprises, le financement et la faisabilité logistique. Le plan Domlo est-il réaliste ou trop théorique? Nous analysons les failles pointées par la table ronde. Abonnez-vous et découvrez l'épilogue de cette série. C'est parti! Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. En 2 ans, si on met en place le fonds de souveraineté, eh bien, on va accomplir, je dirais, 50% de ce qui est dans ce programme. C'est ça. Je pense que cela fait plus de 60 ans que nos États sont indépendants. Donc, c'est déjà d'abord vouloir, en tout cas à travers sa propre explication, de dire que vouloir être souverain, c'est cesser d'être soumis et d'être indépendant, c'est se battre, c'est faire une bataille qui est déjà gagnée. Le débat est très chaud. Les experts vont intégralement décortiquer le plan du candidat. Est-ce un rêve ou une réalité concrète pour la Côte d'Ivoire? À la fin, vous aurez la réponse. Pour connaître le plan Dawa Domlo, vous pouvez voir la vidéo sur le sujet. Le lien est dans la description. On continue. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut regarder encore en profondeur? C'est ces exemples encore. Il dit que bon, c'est comme un enfant qui vivait chez ses parents, qui ne vit plus chez ses parents et qui peut se marier avec qui il veut. Ouais. Bon, je peux même prendre un exemple personnel, hein, où il parlait d'acheter des chaussures en disant que bon, c'est comme si vous allez dans un magasin de chaussures. Et c'est là que j'ai peut-être un petit désaccord avec nous. Le style de communication, pour moi, ni dans la forme ni dans le fond, il n'y a pas cette excellence-là. La proposition de tout ce que, en tout cas, nous avons vu ces dernières années aller sur la ligne de la souveraineté, c'est en fait ce travail-là. Ils sont beaucoup plus ambigus. Quant à d'ailleurs expliquer le concept, ils trouvent des formules bien faites, mais qui en vrai ne sont pas consistantes pour les populations, là où on se rejoint. Donc, c'est des populations qui entendent quelque chose qui sonne bien, mais qui, dans la pratique, ne s'affirment pas, ne s'exercent pas. Parler de mettre en place des villages économiques, nous sommes dans un pays, pour nos pays d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest, pour qui connaît comment nos économies fonctionnent, et c'est là où je reviens à la place de l'informel, c'est que dans la majeure partie de nos zones rurales, chaque famille est une entreprise déjà. Chaque famille a soit sa parcelle de terre ou son petit commerce à exercer. Donc nos villages sont d'ores et déjà des villages économiques qui contribuent. C'est ce qui fait que nos économies sont à fort potentiel d'informel. Sauf qu'il dit qu'il faut les formaliser. On n'est pas encore dans le formel. Oui. Et apparemment, selon ce qu'il dit, parce qu'il l'a clairement dit, hein, le manque à gagner pour l'État est considérable, donc il faut les structurer. Mais le manque à gagner pour l'État, est-ce qu'il nous en donne une mesure? Non. Moi, je ne l'ai pas entendu. Et dire aujourd'hui, oui, l'économie est à près de 90% informelle, et quelle est la contribution? Cette économie informelle a une contribution réelle à l'économie nationale. Et c'est une contribution à ne pas mettre de côté. Et ce que je dis toujours par rapport à cette question de formaliser ou de ne pas formaliser, c'est qu'en vrai, l'économie informelle telle que nous l'avons aujourd'hui est un certain avantage pour nos pays qui n'ont pas tout le nécessaire pour être dans une économie 100% formalisée, mais qui, à travers cet exercice d'informel, arrivent aussi à se maintenir et à engager peut-être un certain taux de compétitivité. Avoir une économie à 80% informelle, est-ce que ça a empêché la Côte d'Ivoire de se positionner premier transformateur en matière de cacao? Est-ce que ça empêche la Côte d'Ivoire d'évoluer dans sa production? Est-ce que ça empêche la compétitivité de la production ivoirienne? Non. Donc, sur les objectifs visés par la formalisation, l'informel arrive à produire ces objectifs-là. Alamine Fofana, il dit aussi cette phrase qui m'a carrément arraché le sourire. Il dit Alassane Ouattara a créé la croissance. Moi, je veux créer le partage de la croissance. Oui, effectivement. Au niveau du fonds souverain, où il veut redynamiser l'impact des différentes PME qui sont justement informelles, selon lui,
c'est de leur donner tous les moyens de partir de la production jusqu'à la transformation la plus débridée du produit qu'ils font. Très souvent, on observe que dans les PME, ils restent tout simplement au stade d'achat-vente. Ou bien on n'est pas dans une technologie d'innovation pour apporter de la plus-value à nos produits qui vont avoir certainement plus de dévises. Donc, il estime aujourd'hui que, premièrement, il faut d'abord diminuer la pression fiscale. Donc, il y a un rapport d'éducation vis-à-vis du sentiment d'appartenance en matière de contribution. Donc, il faut diminuer la pression fiscale, il faut mieux les encadrer, il faut arriver à un niveau où on va produire, dégrader jusqu'à ce qu'on puisse avoir la plus-value nécessaire pour qu'on puisse renforcer le fonds souverain. Mais le deuxième aspect de la chose, c'est qu'il estime que l'État n'intervient plus dans certains domaines. Donc, il estime qu'aujourd'hui, dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, il faut que l'État encore puisse venir se repositionner comme investisseur. Donc, des mesures incitatives qui vont créer justement ces différentes conditions-là. Donc, je pense qu'il a fait de vraies propositions en ce sens. Est-ce que la pression fiscale, Mohamed Nour Dirasouba, est-elle la seule raison pour laquelle les jeunes entreprises, petites et moyennes entreprises, disparaissent au bout de 3 ans? Je rappelle que les chiffres officiels parlent de 70% des petites et moyennes entreprises qui disparaissent. Awa Dombello pense que c'est la pression fiscale. Est-ce que c'est la seule cause? Bien avant d'y arriver, je voulais juste revenir sur les propos de Cheikh Oumar. Je ne suis pas très d'accord quand vous dites, par exemple, que le fait qu'il y ait 80% d'informels n'a jamais, a permis quand même à la Côte d'Ivoire de s'en sortir. Moi, ce que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que justement, une exonération fiscale, c'est quelque chose de très attirant. Parce que ça va justement permettre à certains acteurs d'aller se formaliser. Qui parle de formalisation d'entreprise dit aussi de collecte de taxes. Je sais que dans l'immédiat, les 2-3 premières années, c'est-à-dire à court moyen terme, on n'aura pas forcément une recette fiscale, mais vous savez, sur le long terme, on aura plus de recettes fiscales, et ces recettes fiscales-là, justement, vont être injectées dans d'autres secteurs, à savoir l'éducation, la santé ou l'agriculture éventuellement. Je sais, pour Awa Dombello, c'est une idée qui est très séduisante. Moi, ça, par contre, je suis très d'accord avec cette idée-là, justement, d'exonérer les impôts pour, justement, les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux chefs d'entreprise. Je pense que les défis vont être justement à comment on va pouvoir plus ou moins compenser cette perte-là à long terme. Pour revenir à votre question, je pense qu'aujourd'hui, l'exonération d'impôts, c'est une chose, mais cela ne suffit pas forcément. Il va falloir ajouter justement d'autres agrégats qui vont inciter les entrepreneurs à pouvoir se maintenir dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment un accès plus simple au crédit et au financement, et aussi une meilleure sécurité juridique. Je rappelle aussi, ça aussi, c'est l'une des causes pour lesquelles certaines entreprises ont une pression et ferment finalement. Panafricanisme, c'est Awa Dombello. Cette émission ne pouvait pas se faire sans qu'il n'évoque le panafricanisme. Cette question d'Evelyne Deba surtout, le panafricanisme, est-ce à l'antipode justement de la démocratie? Awa Dombello n'y répond pas véritablement, Cheikh Oumar Doumbia. Ouais, c'est ce que je dis. Hein. Il y a un exercice politique profond dans ce discours de souverainisme. C'est aussi la perche qui est tendue, surtout aux pays voisins de la Côte d'Ivoire. Vous faites allusion à l'AES, oui, où de plus en plus le discours panafricaniste est très vivant. Oui, donc s'il dit que bon, les deux vont ensemble, incohérence. S'il dit que les deux ne vont pas ensemble, il risque aussi de se mettre à dos certains qui sont ici. Donc, en vrai, c'est une question à laquelle il n'a stratégiquement aucun intérêt à répondre. Mais c'est une question à laquelle il faut répondre parce que nos populations doivent savoir, et moi j'insiste fréquemment sur cet état de fait, c'est que le panafricanisme ne prône aucun modèle de gouvernance. Il n'y a pas de modèle de gouvernance rattaché à ce concept. Et donc, quand il s'agit de modèle de gouvernance, ça ne peut pas en être un. C'est un concept qu'ils vont devoir, qu'ils essayent de vendre depuis déjà 1960, qui voilà, a eu les résultats que l'on peut avoir. Je pense qu'il est temps que les pays africains aient peut-être la même volonté que les Arabes ont eue à un moment donné, après l'épisode du panarabisme de Nasser, que nous aussi nous décidions d'aller au-delà de cette question de pan, que nous nous concentrons sur les républiques que nous avons, parce qu'on aura beau dire que bon, il faut remettre tel ou tel accord, telle ou telle situation en cause, mais personne ne dit jamais qu'il faut remettre en cause les frontières que nous avons aujourd'hui. C'était notre dernière analyse pour décrypter le programme d'Awa Dombello. Les experts l'ont dit, le discours est puissant, mais le diable est dans les détails. Peut-on vraiment parler de modèle scientifique sans préciser comment financer ce projet et sans alléger la pression fiscale sur les entreprises? Le plan du candidat est-il un rêve ou une réalité concrète pour la Côte d'Ivoire? Laissez votre avis. C'était la vidéo 5 sur 5. Merci d'avoir suivi toute notre série d'analyses.
Et si vous ne l'avez pas tous vu, cliquez sur la playlist qui s'affiche à gauche de l'écran. À très bientôt pour d'autres décryptages.